Bonjour à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans une réflexion un peu provocatrice, on va dire. Et si la presse, qu'on appelle souvent le quatrième pouvoir, n'était plus en fait un vrai pouvoir, voire même peut-être le dernier des pouvoirs? Une sorte d'illusion face au seul vrai pouvoir, l'argent. Pour creuser cette question, eh bien, on va s'appuyer sur une analyse assez percutante qui s'intitule Le cancer de la presse de Bakary Domingo Mané. C'est un texte critique, parfois même assez dur sur le journalisme d'aujourd'hui. Notre but, c'est d'explorer ensemble cette vision, de comprendre ce diagnostic sévère, quitte à bousculer un peu nos idées reçues. On a souvent cette image, la presse comme un pilier de la démocratie, ce fameux contre-pouvoir qui enquête, qui informe. Oui, c'est la définition classique, un contrepoids face au pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Le Dico Presse le rappelle bien. Et Maurice Duverger parlait de l'influence comme base de ce pouvoir. La capacité en fait à orienter l'opinion, à choisir les sujets dont on parle. C'est ça qui ferait sa force, quoi. Et justement, c'est cette idée-là que Manet vient questionner très fortement. Il dit quelque chose d'assez radical. La presse n'aurait en fait jamais vraiment été ce quatrième pouvoir. Ou alors elle aurait perdu cette fonction essentielle. C'est fort comme affirmation. Pourquoi ce terme de cancer? Qu'est-ce qui l'amène à être si pessimiste? Alors, le cœur de son analyse, c'est vraiment la question de l'argent. Pour lui, c'est simple. L'argent est le seul vrai pouvoir aujourd'hui. Et la presse, elle y est complètement soumise. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, hein. Ça repose sur des choses très concrètes qu'on observe dans les médias. Ah oui? Comment ça se voit concrètement, cette domination de l'argent? On entend souvent parler de concentration des médias, c'est ça? Exactement, c'est un point clé. Manet reprend d'ailleurs les analyses de Marion Mellier sur cette concentration croissante des médias dans les mains de quelques grands groupes. Et le truc, c'est que ces groupes sont souvent dirigés par des hommes d'affaires qui ont des opinions politiques très marquées. On pense à Bolloré, à Drahi en France. Mellier dit que quand ils rachètent des médias, ce n'est plus pour informer, mais pour influencer. Les médias deviennent, elle utilise les mots, des outils d'influence, même des machines de propagande. Machine de propagande. Ah oui, c'est direct comme formulation. Ça me rappelle cette phrase de Guillaume Erner que Manet cite aussi, qui compare le soutien de ces milliardaires à la presse à la corde qui soutient le pendu. C'est terrible comme image. Bah oui, ça montre bien la dépendance. L'idée, c'est que beaucoup de médias ne sont plus rentables et survivent grâce à ces financements. Très intéressé. Alain Woodrow, un autre auteur cité, va même plus loin. Pour lui, l'information qui dérange, qui pose des questions, elle est remplacée par la communication. Une communication qui sert les intérêts de celui qui parle, quoi. Et du coup, la presse ne serait plus un contre-pouvoir, mais une sorte de cinquième colonne au service de l'establishment. Elle relaie le discours dominant au lieu de le critiquer. Bon, face à ça, Manet ne mâche pas ses mots. Il parle d'un cancer de la désinformation, de la falsification, de la bouffonnerie, de la cupidité. Le diagnostic est quand même accablant sur l'éthique de la profession. Est-ce que ça veut dire que pour lui, tous les journalistes sont complices ou corrompus? Alors, Manet est dur, hein, c'est vrai, mais l'analyse est un peu plus fine que ça. Il reprend aussi ce que dit Marion Mellier. Elle préfère parler de journalistes sous pression plutôt que corrompus. Les conditions de travail sont devenues très difficiles, il y a des coupes budgétaires partout, des consignes qui viennent d'en haut, des licenciements parfois pour ceux qui sont jugés trop indépendants. L'autonomie, elle prend un sacré coup. Oui, ça fait penser à ce que décrivait déjà Serge Halimi il y a quelques années, cette idée du journaliste de base coincé. Coincé, exactement, entre ce que veut le propriétaire, ce que dit le rédacteur en chef, la pression de l'audience, la précarité. L'espace pour être vraiment indépendant devient très très réduit. Halimi disait que le contre-pouvoir médiatique, c'était en quelque sorte retourner contre la société pour servir ceux qui le possèdent. C'est une perte d'autonomie collective. Mais Manet ne critique pas que le système. Il regarde aussi les comportements à l'intérieur de la profession. Il dresse un peu des portraits. Il commence par ceux qu'il appelle les rêveurs. Qui sont-ils? Oui, les rêveurs, ce sont ceux qui sont venus au journalisme par idéal, quoi. Pour informer, pour dire la vérité, peut-être même pour changer un peu les choses. Selon Manet, il serait une majorité silencieuse dans les rédactions. Mais j'imagine que la réalité du terrain doit être un peu rude pour ces idéalistes. L'individualisme, les pressions dont vous parliez, la désillusion, non? Ah oui, complètement. Ils découvrent un milieu qui peut être assez cynique. Leurs enquêtes sont parfois bloquées, leurs articles adoucis pour ne pas fâcher un annonceur important. Mais Manet suggère qu'ils essayent quand même de garder le cap, de rester droit. Il cite cette phrase de Marion Mellier qui résume bien cet esprit.
Préférer informer plutôt que de plaire, chercher plutôt que d'affirmer, douter plutôt que de céder. C'est une sorte de résistance discrète, en fait. D'accord. Et à l'opposé de ces rêveurs, il y a les ambitieux. Là, le portrait est beaucoup moins sympathique, j'imagine. Nettement moins, oui. Pour les ambitieux, le journalisme, ce n'est pas le but, c'est un moyen. Un moyen d'être connu, d'avoir un statut, un bon train de vie. Le côté bling-bling, comme dit Manet, ils sont prêts à, disons, à faire des compromis avec l'éthique pour grimper. Manet pense qu'ils sont un vrai danger parce qu'ils sont très sensibles aux tentatives de corruption ou d'influence. Negne Fall, un autre auteur cité, parle de mercenaires de la plume. Ça donne le ton. Oui, des mercenaires qui sauraient bien manipuler l'info. Fall note d'ailleurs une évolution intéressante au Sénégal, mais qui peut se voir ailleurs. On serait passé d'une presse à flic, contrôlée par le politique, à une presse à fric. C'est l'argent qui mène la danse. Et là, le contre-pouvoir devient un outil pour le pouvoir économique, ou politique si les deux sont liés. Pour ces ambitieux-là, les grands principes comme vérifier les faits, séparer l'info du commentaire, ça pèse pas lourd, ça leur a envie de réussir. Et il y a une troisième catégorie, encore plus sombre, hein, les cadavres sociaux. Le terme fait froid dans le dos. Il est très très dur, oui. Ça désigne ces personnalités médiatiques qui, à force de servir des intérêts particuliers, auraient perdu toute crédibilité auprès du public. Elles sont toujours là, mais leur parole ne vaut plus rien, elles sont comme socialement mortes. Et Manet insiste sur un point, être compétent, avoir des diplômes, ça ne suffit pas pour être un bon journaliste. Il faut l'éthique avec. C'est le deuxième pilier indispensable. Indissociable pour lui. L'éthique, ça vient d'une certaine éducation, d'une conscience morale, savoir distinguer le bien du mal, garder l'humain au centre. Quand on cherche le sensationnel à tout prix, quand on ment, quand on pense qu'au fric, eh bien on méprise le public et les gens dont on parle. C'est ce que disait déjà Hypadertiam, cité par Manet. Il opposait le journalisme véritable, celui des idées, à celui des ragots qui tirent tout vers le bas. Alors, si l'éthique est attaquée comme ça, si les motivations ne sont pas toujours nobles, j'imagine que le contenu même de l'information doit en pâtir. Manet parle des journalistes qui discutent du sexe des anges. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une image pour dire que certains médias passent un temps fou sur des détails, des choses sans importance, au lieu de parler des vrais problèmes. On va commenter pendant des heures la couleur de la cravate d'un ministre, une petite phrase polémique qui n'aura aucune suite, des querelles de personnes, et pendant ce temps, les sujets de fond, les inégalités, le climat, la justice, on en parle peu ou alors très superficiellement. C'est une façon de détourner l'attention, en somme. Faire du bruit pour ne pas parler de ce qui compte vraiment. C'est un peu ça, oui. Manet parle d'un marché noir de l'information, un endroit où on vend de la désinformation, des rumeurs, de l'information pacotille, du prêt-à-penser, sans grand intérêt pour le citoyen qui veut comprendre. Et la conséquence de tout ça, de cette baisse de qualité et des problèmes d'éthique, c'est que la confiance disparaît. Le public se méfie des médias traditionnels, parfois il est même hostile. La crédibilité, c'est pourtant l'essentiel pour un journaliste, et elle s'érode. Tout ça, les pressions économiques, les questions d'éthique, le contenu parfois léger, ça nous amène forcément à la question de la liberté de la presse. C'est un principe essentiel, mais Manet a l'air de dire que c'est insaisissable, presque une illusion. C'est quand même un fondement de nos démocraties, non? C'est un fondement, oui, mais Manet questionne sa réalité pratique. Il pointe toutes les limites. Il y a l'influence des patrons, des annonceurs, on en a parlé, mais il y a aussi la pression des sources d'information, surtout les sources puissantes, politiques, économiques. Un journaliste est-il vraiment libre face à quelqu'un qui peut lui fermer les portes ou le dénigrer? Et Manet pose même une question plus fine. Est-ce que le journaliste ne subit pas aussi la pression de ce que le public attend? Est-ce qu'il doit céder à la commande de son public, même si ça veut dire simplifier ou caricaturer? Sans oublier le fonctionnement interne des rédactions. Oui, il rappelle que le journalisme, ce n'est pas un travail solitaire. C'est une chaîne, avec un chef de service, un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction. La responsabilité est partagée et la liberté du journaliste de base est forcément limitée par tout ça. Il va même jusqu'à dire que l'idée de liberté de la presse, c'est peut-être une construction un peu idéologique, peut-être pour consoler les journalistes de leur manque d'autonomie réelle, pour calmer leur mélancolie. Une liberté qui, face aux menaces économiques, politiques ou même physiques dans certains pays, a tendance à se liquéfier. Bon, si ce portrait est juste, si ce quatrième pouvoir est si affaibli, attaqué de l'intérieur, de l'extérieur, miné par l'argent, comme le décrit Manet, est-ce qu'il n'est pas tout simplement dépassé? C'est la grande question, effectivement.
Le texte de Manet suggère que d'autres formes de pouvoir émergent et concurrencent la presse classique. On entend parfois parler d'un cinquième pouvoir. C'est l'opinion publique, ça? Exactement. L'opinion publique, quand elle s'organise, quand elle se mobilise, via des mouvements citoyens, des ONG, des groupes comme les altermondialistes qu'il cite. Aujourd'hui, avec le numérique notamment, ces groupes arrivent à peser dans le débat, à imposer leur sujet, parfois sans passer par les médias traditionnels. C'est une force d'interpellation qui compte. Et puis, il y a l'inévitable sixième pouvoir, les réseaux sociaux, j'imagine. Les réseaux sociaux, bien sûr, ils ont tout changé. L'information circule de manière horizontale, instantanée, massive, mais sans les garde-fous, théoriques en tout cas, du journalisme. Il concurrence la presse sur son terrain, la collecte et la diffusion de l'info, et surtout la capacité à capter l'attention et à former les opinions. Ça a des bons côtés, plus de voix différentes peuvent s'exprimer, mais aussi des très mauvais, avec les fake news, la haine en ligne. Ces plateformes sont peut-être en train de faire tomber la presse de son piédestal, oui. C'est fascinant et un peu vertigineux tout ça. Alors, si on résume ce qu'on a exploré avec Manet, le modèle du journalisme comme quatrième pouvoir, indépendant, critique, eh bien, il semble sérieusement remis en cause. La pression de l'argent, la concentration, les problèmes d'éthique, le contenu parfois superficiel, tout ça fragilise sa légitimité. Et en même temps, on voit monter l'opinion publique organisée et surtout les réseaux sociaux comme de nouvelles forces d'influence. Oui, c'est une lecture très critique, très exigeante. Elle met le doigt sur des problèmes réels, des changements profonds. Ça peut sembler sombre, mais ça a le mérite de poser les bonnes questions. Cela dit, il ne faut pas tout jeter non plus. Manet lui-même, même s'il est critique, rappelle en filigrane l'importance des missions du journalisme. Ces missions, même si c'est plus dur aujourd'hui, elles restent essentielles. Informer de façon fiable, aider les gens à comprendre, éduquer, contrôler les pouvoirs, assurer la transparence, créer du lien social, dénoncer les abus, montrer des exemples positifs. L'idéal est toujours là, même si c'est plus compliqué à atteindre. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière interrogation pour réfléchir un peu plus loin, en pensant à cette référence à Pierre Bourdieu que Manet utilise à la fin. Bourdieu souhaitait un journalisme pleinement conscient de sa dignité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si ce modèle du quatrième pouvoir s'affaiblit à cause de l'argent, des influences, des nouvelles technologies, quel journalisme on doit inventer ou réinventer pour aujourd'hui? Comment un journalisme adapté à notre temps peut-il continuer à éclairer le débat, à défendre l'intérêt général? Et surtout, comment peut-il retrouver cette dignité, cette crédibilité, cette confiance qui lui manque parfois? C'est un vaste chantier